Alors, il reste extrêmement peu de temps. Notre directrice Bénédicte m'a fait signe efficacement que voilà, donc il nous reste une dizaine de minutes. Donc moi j'avais préparé au vu de ce qui m'était arrivé un papier, une présentation plus longue parce qu'il faut qu'il nous reste quelques minutes quand même pour les questions-réponses. Alors pour essayer de résumer tout ça de manière vraiment exagérée. Premier point, les Balkans occidentaux sont à l'heure actuelle au cœur des questions stratégiques, non seulement régionales, mais évidemment mondiales. Et la Chine, la Turquie, la Russie s'y intéressent directement également. Et c'est une bonne chose, très certainement, que la Slovénie, actuellement en charge de la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à fin 2021, ait réuni le 6 octobre un sommet Balkans occidentaux, Union européenne, un petit peu, enfin une trentaine de kilomètres de Ljubljana. Normalement, c'était la question principale était celle de l'intégration des Balkans occidentaux et sur laquelle il n'y a pas d'unité parmi les 27 membres de l'Union européenne, même s'il y a des défenseurs en pointe comme l'Allemagne d'Angela Merkel ou l'Autriche de Sebastian Kurz qui est en difficulté évidemment, donc son message est difficile à reprendre tel quel et surtout l'actualité récente a balayé ce point néanmoins important, les événements en Afghanistan, le fameux pacte Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Et on a là des priorités internationales qui ont en quelque sorte enfoui cette question de l'intégration des Balkans occidentaux. Néanmoins, l'Union européenne met sur la table une aide économique et un plan d'investissement à hauteur de plus de 30 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et s'est engagé à accentuer sa coopération dans différents domaines et pas simplement à la suite de l'épidémie mondiale, de la pandémie que nous connaissons tous. Et c'est dans ce contexte-là aussi que l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie, à partir de juillet dernier, ont créé un nouvel espace, les Balkans ouverts, un espace sur lequel il n'y a pas d'unité non plus entre pays balkaniques, mais qui permettra davantage d'ouverture et de circulation dans cet espace-là, faute d'être directement intégré ou rapidement intégré à l'ensemble européen. Alors j'avais prévu une présentation sur les différentes questions, les différents défis qui surgissent quand on s'intéresse à la reconstruction post-conflit, quelle que soit la situation. La Bosnie en est une, il y en a beaucoup d'autres sur tous les continents, et de traiter, enfin d'aborder également la question du développement d'une paix juste. Alors, en quelques minutes, c'est évidemment mission impossible. Je vais simplement rappeler la toile de fond multidimensionnelle de toute réflexion sur la reconstruction post-conflit. Alors, on doit parler, comme nous l'a clairement proposé l'expérience d'Alain Laplace, on doit parler de la structure des forces. On doit aussi parler, comme ça a été sous-jacent à travers différentes présentations, du développement d'aspects légitimes d'une gouvernance nationale, acceptée par les différentes communautés, si possible, et des structures bureaucratiques, de façon que
ces administrations successives, nouvelles, soient plus inclusives, consultent davantage, soient plus décentralisées, mais dans un sens effectif, plus transparentes et plus participatives. Il s'agit aussi, évidemment, de développer la participation politique, y compris en gérant, soit en les intégrant, soit en les marginalisant par le droit, les perturbateurs. Il s'agit aussi d'aider la population locale à travers les factions, à travers les appartenances identitaires et surtout déjà au plan local. Il s'agit de les aider à se découvrir, de les aider à prendre davantage de force, à articuler leurs besoins. Alors, on se rend bien compte que ça c'est de la théorie, mais dans les situations concrètes, il n'existe pas un modèle unique qui conviendrait à toutes les situations post-conflit afin d'établir de nouvelles formes acceptables de gouvernance dans des États qui sortent de conflits meurtriers et traumatisants. Parce qu'en réalité, les défis auxquels faire face simultanément sont considérables. Ils sont juridiques, ils sont policiers, ils sont politiques, ils sont militaires, ils sont socio-économiques, ils sont culturels, identitaires, et tout ça face à un manque récurrent de moyens et d'orientation politique accepté par le plus grand nombre et susceptible de constituer un fondement de réunion, de réconciliation, sinon d'unification. Alors, je ne vais pas évoquer ici les phases de pré-déploiement et les phases de post-déploiement de forces internationales. Il suffit de rappeler évidemment le besoin considérable de planification, d'organisation. Il faut une volonté politique, il faut une volonté des communautés engagées, et il faut donc une volonté interne, domestique, endogène, et il faut parfois, évidemment, des soutiens exogènes. Et toutes ces mesures doivent être appuyées aussi par un développement économique qui puisse prendre son essor, parce que la reconstruction et la convalescence économique inclut bien sûr l'assistance humanitaire, toutes les possibilités de secours, la réhabilitation des préoccupations de santé, d'éducation et de tous les services essentiels. Et tout ça, naturellement, requiert beaucoup de financement. Donc on a une dimension très matérielle qui est aussi au soubassement de la construction d'un cadre d'intégration nécessaire à la mise en place de relations plus harmonieuses entre les groupes. On ne va pas rentrer non plus dans les différentes techniques d'ingénierie politique, système multipartite, quoi faire pour essayer de réduire les tensions ethniques, religieuses, identitaires de toutes sortes et économiques. Tout ça, naturellement, s'inscrit dans le temps long. Et repose aussi sur la détermination, sur la volonté endogène des communautés concernées. Alors, je parlais tout à l'heure de théorie, c'est vrai, parce qu'en réalité, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des tas d'arrangements possibles, des marchandages, des négociations, des échanges, des trade-offs, comme on dit en anglais, qui sont inévitables. Donc, tout ne marche pas sur une ligne fixée d'avance et dont le parcours serait bien tranquille.
Justement, ça m'amène à un point sur lequel les recherches récemment se sont redirigées, qui est celui de l'étude des différentes formes de violence et de l'étude de ce que l'on appelle la guerre civile récurrente. Est-ce que ce sont vraiment des épisodes de guerre civile récurrente qu'on observe parfois, comme entre le Kosovo et la Bosnie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une violence post-guerre? Alors, on se rend compte maintenant qu'il est souhaitable, et c'est bon pour les décideurs et les gestionnaires aussi, politiques et économiques internationaux, il est souhaitable d'avoir un agenda de recherche intégré sur la guerre civile récurrente et les violences post-guerre. Ce sont là deux éléments différents, mais qui présentent, on s'en rend compte maintenant, un certain nombre de facteurs déclenchants communs. Souvent. On se rend compte aussi que selon les contextes historiques, politiques, tel ou tel facteur déclenchant peut avoir parfois des effets positifs, parfois des effets négatifs. Alors il est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que dans certains cas, les attaques vont contre l'État, ou ce qui symbolise l'État? Pourquoi est-ce que parfois ça reste au plan interpersonnel ou intercommunautaire? Ça, c'est un exemple des questions qui peuvent être soulignées. Pourquoi est-ce qu'on reste dans certains cas à des affrontements de basse intensité? Pourquoi est-ce que à d'autres moments, tout ça explose? On commencera à y voir un petit peu plus clair quand on aura accepté, justement, et c'est ce qui commence à se faire en relations internationales, quand on aura accepté de commencer à regarder les conditions et les choix individuels, collectifs, qui mènent à ces explosions de violence dans les situations post-conflit. On comprendra mieux ce qui, à ce moment-là, est au fondement de la violence insurrectionnelle, de la violence entre groupes armés, des troubles politiques violents, de la violence criminelle organisée, de la violence d'État contre les civils, de la violence collective armée contre des civils, des violences intercommunautaires, etc. Hein, et ce sera plus efficace que de compartimentaliser en quelque sorte les deux secteurs et d'être bloqué, de ne plus progresser. Concernant deux autres points qui sont importants, réconciliation et réhabilitation sociale, d'une part, et d'autre part, nouvelle réflexion sur la paix et la justice. On se rend compte sur le premier point qu'il est important de restaurer le sentiment et les réalités d'interdépendance entre communautés, entre groupes, entre personnes. Il faut que cette réhabilitation sociale passe par le biais des communautés elles-mêmes, du local, aussi bien pour la défense des droits de l'homme et des fonctionnements pluralistes, qu'en ce qui concerne les initiatives économiques ou la restauration des normes culturelles. Et en ce qui concerne la nouvelle réflexion nécessaire sur la paix et la justice, là, il y a des travaux qui intéresseront peut-être certains d'entre vous, qui ont été menés ces dernières années et qui sont très riches par Pierre Allan et Alexis Keller de l'Université de Genève sur les différents stades de la guerre et de la paix, en passant de l'horreur absolue à une sorte de paradis via le génocide, la guerre, la non-guerre, la guerre juste, la paix juste,
la paix stable, pardon, la paix juste, la paix positive et le soin des autres. Alors, on retrouve là certaines considérations qui mènent à clairement exposer et qui lient la violence structurelle et l'oppression et leurs limitations à la soif et à la mise en place de justice sociale, hein, de pacification et de sécurité. Alors, j'ai juste une définition rapide de la paix juste, proposée d'ailleurs par Pierre Allan et Alexis Keller. Il s'agit d'un processus par lequel la paix et la justice sont atteintes par deux parties ou plus, des parties IES, hein, deux parties ou plus qui reconnaissent chacune les identités de l'autre, chacune étant à même de renoncer à certaines de ses exigences auparavant prioritaires, et chacune étant à même de s'obliger à respecter les règles communes développées communément. Donc, ce qui est au fondement de cette paix juste, c'est quatre éléments. La reconnaissance dite de surface, thin recognition, hein, c'est-à-dire le droit de l'autre à exister. Bon, le droit de l'autre à exister. Deuxième étape, la reconnaissance en profondeur, thick recognition. Et là, on reconnaît la valeur des identités et de toutes les particularités des autres. Donc, on va bien au-delà de la reconnaissance de surface et on comprend quels peuvent être les traits fondamentaux identitaires des autres. Troisième caractéristique, le renoncement dont on doit être capable sur tel ou tel point important. Pas unilatéral, il faut qu'il soit bilatéral au moins, partagé en tout cas, même s'il est douloureux. Hein. Et puis la reconnaissance, quatrièmement, bien sûr, de la règle et du droit comme processus sociaux dans lesquels on est tous inscrits et qui s'imposent à nous. Alors là, je crois que ce qui ressort de tout ça, c'est évidemment que les solutions à ces situations conflictuelles ou post-conflictuelles sont éminemment politiques, mais politiques dans la mesure où elles sont culturelles. Et à ce moment-là, comment définir la culture? Évidemment pas comme un amoncellement de connaissances ou de raisonnements ou comme une addiction à un discours rationnel, hein, mais la culture comme une expérience individuelle dynamique, située dans l'espace et dans le temps, capable de s'adapter et qui vraiment dérive des expériences personnelles et qui s'appuie sur l'aptitude à percevoir, la curiosité, l'aptitude à comprendre, à envisager dans des perspectives nouvelles, au fondement peut-être d'actions nouvelles. Et tout ça est indissociable, bien sûr, du lancement ou de la poursuite de négociations et de la résolution de conflits. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais simplement énumérer 4 questions, mais auxquelles on ne va pas répondre tout de suite. Hein? Parce qu'après, d'après ce que je comprends, on va se retrouver encore un petit moment. Donc, 4 questions qui s'adressent aux membres du panel et puis qui peuvent être des éléments de réflexion pour nous tous. Hein. Alors, aux membres du panel en particulier, c'est la question Question 1, Elma, page 11. Est-ce que vous pouvez, les uns et les autres,
évoqué différentes formes de violence politique dans la Bosnie post-conflit en relation avec l'État et évoquer leurs interconnexions et les meilleures interventions de politique publique envisageables pour les réduire. Hein? Bon, deuxième, alors c'est un petit peu long, hein, on est d'accord. Deuxième question, parce que finalement, on n'en a pas parlé, où on est resté à l'ethnie et à l'identité. Et on a simplement évoqué, en passant, sans ramener ça vraiment sans rapporter ça à l'identité, le facteur religieux. Et naturellement, il est important dans la situation précise qui nous occupe. Et là, ma question était la suivante. Comment est-ce que la justice et la religion en Bosnie-Herzégovine, d'après vos propres expériences, ont joué un rôle aux 4 étapes de la poursuite de la paix, c'est-à-dire imposition de la paix, peace enforcement, maintien de la paix, peacekeeping, peacemaking, on fait la paix, et peace building, on la construit et si possible, on la consolide. Et là, en fait, la question touche au point 3. Est-ce que les communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine actuellement sont à même de contribuer de façon interconfessionnelle à la construction d'un ensemble plus tolérant, plus unifié? Et sinon, quelles sont les instances ou les institutions qui, dans le pays, seraient à même de relever ce défi? Question 4 liée. Quels sont les points importants qui relient la résolution des conflits et la construction de la paix aux facteurs religieux en Bosnie? Bon, il y a des tas d'éléments de réponse là, je crois. Et dernière question, qui Alma will find it on pages 15 and 16 sur l'effet et les perceptions en Bosnie-Herzégovine. Elle nous en a déjà parlé, mais plus précisément les perceptions de l'impact de l'accord de Dayton sur le clientélisme en Bosnie-Herzégovine, sur les possibilités de réforme économique et d'investissement étranger, sur les initiatives transethniques ou bien non ethniques, et sur la dépolitisation et la démoralisation d'une part importante des citoyens. Voilà.